Bonjour, alors donc c'est Mickaël donc, du réseau d'affaires You Work Here. Alors pour vous expliquer ce que c'est You Work Here, j'ai dit réseau d'affaires. Alors c'est quoi un réseau d'affaires? Imaginons que vous n'avez pas trop prospecté, que ce soit pas trop votre truc, et en plus vous vous sentez un peu seul dans votre activité de freelance, entrepreneur ou indépendant. Et bien c'est simple, voilà, je vous dis bienvenue. Venez dans un groupe, des activités qui sont tout à fait complémentaires, graphiste, agence web, avocat, etc. En tout cas, on n'est pas de doublons, pas de même métier. On se réunit une fois par semaine et on s'échange donc des affaires. Voilà. Et c'est comme ça que chaque adhérent augmente son chiffre d'affaires. Alors, avec cette activité de mise en relation, de networking, on finit par connaître du monde. Et on se demande comment mettre un peu de contenu, histoire de promouvoir son activité de manière ludique et fun et en apprenant des choses. Donc rendez-vous aujourd'hui avec cette deuxième vidéo de notre série Playlist. Alors Playlist c'est quoi? Ce sont des interviews croisées avec le plus souvent ce qui est prévu ce sera des entrepreneurs. Pas que, voilà, si vous aviez pu voir la première vidéo, on a pu voir Oussama Amar, cofondateur de l'incubateur et fonds d'investissement The Family, débattre des biais cognitifs avec le sociologue Gérald Bronner. Et là aujourd'hui, on retrouve une nouvelle vidéo, une nouvelle interview croisée avec deux serial entrepreneurs qui partagent le même prénom, qui partagent un parcours assez incroyable et qui partagent aussi autre chose. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo d'ici quelques instants. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve juste après. Bonjour, donc si vous ne me voyez pas, c'est que je suis la voix pour cette nouvelle interview donc, sur la chaîne You Work Here. On est le lundi 9 mars et on va réaliser une interview à nouveau un peu spéciale dans le cadre de notre série Playlist. Alors, je vais demander, on va se faire une petite surprise, on va présenter les deux. Je vais vous demander à chacun de faire une petite présentation succincte. On va commencer par Alexandre L. Et sinon, vous allez voir, ça va être un peu compliqué. Donc, Alexandre, est-ce que tu peux succinctement te présenter, nous décrire un petit peu ton parcours? Alors, moi je suis Alexandre Le Forestier, je suis normand de sang et j'ai un parcours à dominante musicale. J'ai commencé j'ai fait des études de musique quand j'étais plus jeune, à l'université, au conservatoire. J'avais des idées mais j'avais pas trop de talent. Donc ensuite je me suis dit qu'est-ce que j'allais faire. Et à l'époque il y avait le début de l'internet en 1995-97 grosso modo. Et puis il y avait l'internet musical. Donc là je me suis dit c'est en fin de compte l'industrie du disque, ça a l'air d'être intéressant. Donc c'est ce que j'ai fait finalement, je suis venu à Paris et j'ai commencé en fin de compte dans le métier, ce qu'on appelait le métier à l'époque, les maisons de disques, l'industrie du disque. Et là en fin de compte j'ai fait un stage au démarrage et puis après finalement ça c'est, je me suis associé dans la société parce qu'il y avait des problèmes. Et donc comme ça j'ai commencé à réaliser mes premières aventures entrepreneuriales au sein de cette maison de disques que j'ai développée pendant 15 ans. Et puis après, j'ai fait un service de musique en ligne parallèlement. Et puis maintenant, je me suis lancé dans une nouvelle aventure qui s'appelle Panodyssée. On va quand même rappeler le nom parce que moi j'y tenais. Donc le service s'appelle QBuzz. Exactement. Voilà. C'est en gros le concurrent de Google Play, Fnac Music. Ça permettait d'avoir de la musique en ligne dans différentes qualités. Exactement, c'est ça. C'est que l'idée, en fin de compte, c'était d'inventer une nouvelle expérience musicale. Parce qu'il faut voir, à l'époque, quand l'idée est née, c'était en 2004-2005, la naissance de l'idée. Donc on était encore sur un schéma de consommation de musique enregistrée choisie, qui était le disque. Et donc l'idée c'est effectivement d'inventer une nouvelle expérience qu'on appelle maintenant le streaming musical, qui paraît évidente à tout le monde, mais à l'époque c'était pas du tout le cas. Et compte tenu que nous étions du sérail à l'époque, des producteurs et des distributeurs de disques, l'idée c'était vraiment de réinventer, de créer une nouvelle marque de streaming musical, avec une vision qui était de l'éditorialisation et de l'engagement musical inspiré du Virgin des belles années ou de la Fnac des belles années. Donc c'était ça en fin de compte le moteur de cette aventure-là, à la fois une nouvelle expérience avec une forte dominante musicale. Okay. Et à l'époque, YouTube, on était où? Ah, alors, bonne question. Oh, de toute façon, faut se rappeler, avant YouTube, il y avait Napster. Ouais. Donc Sean Parker, il avait fait ça, je crois, en 1997. À l'époque, ça coûtait cher parce que la bande passante, elle était précieuse.
Et donc, non, je dis ça parce que je me faisais parfois, gronder par mon papa avec les factures France Télécom. Et donc ça, c'était d'abord les premiers pas de la musique en ligne, hein, donc ça, faut se rappeler. Et après, effectivement, donc YouTube est arrivé. Et c'est vrai qu'avec l'Internet, que la musique quand même, et je pense a été, pour moi en tout cas, assez formateur, parce que, en fin de compte, le public finalement a beaucoup utilisé dès le démarrage l'Internet à des fins musicales. Et donc YouTube est arrivé, oui, je me rappelle plus trop quelle année, et je me rappelle assez bien de l'arrivée en revanche d'iTunes. Tu as quel âge pour comme si tu... J'ai 43 ans. Ok, d'accord, merci. D'accord, donc on a cette expérience entrepreneuriale, et aujourd'hui donc un nouveau projet, on en reparlera un peu plus en détail, qui s'appelle... Panodyssée. Voilà, très bien. Et en gros, ce qui consiste à... Alors Panodyssée est une plateforme collaborative pour écrire et lire des contenus authentiques d'auteurs. Moi j'aime bien l'appeler, ça ne dérange pas Alexandre que j'appelle comme ça, donc le Facebook de la culture. Maintenant, on va faire une transition, donc maintenant que voilà, vous avez vu le lien, donc Alexandre, projet Panodyssée, on va revenir maintenant sur Alexandre D, donc pour Alexandre Dana. Alors, pareil, arme une punition, est-ce que tu peux nous indiquer donc, ton parcours, tes différentes expériences entrepreneuriales par le passé, et puis arriver à aujourd'hui? Yes. Moi, je suis beaucoup moins artiste que toi. Je faisais pas de musique quand j'étais au collège ni au lycée. J'avais eu une expérience au conservatoire qui a duré 2 ans pour faire du violon, mais je me suis fait renvoyer. Et après ces études assez classiques, collège-lycée, j'ai suivi une prépa et ensuite je me suis rendu compte que les voies traditionnelles, les métiers traditionnels, la voie classique d'entreprise, ça m'attirait pas du tout. D'être consultant, d'être banquier, d'être auditeur, enfin c'est pas des domaines dans lesquels je me reconnaissais. Il y avait une seule chose que j'aimais faire à l'époque et que j'aime toujours aujourd'hui, c'était donner des cours. Et donc je commençais à enseigner, former, coacher de plein de manières différentes. Soit il y a des cours particuliers, soit en bossant pour des lycées, soit en bossant avec des assos, soit en étant prof remplaçant dans certaines universités. Et au fil des années, j'ai commencé à enseigner en ligne. Et ça a été le début de ce qu'est Live Mentor aujourd'hui. Ça a été le début de ma passion pour l'apprentissage par Internet. On est en quelle année On est en 2008. C'est en 2008 que je donne mes premiers cours en ligne. Ouais. D'accord. En 2008. Et c'était sous quelle forme? C'était via Skype. Via Skype, d'accord. Ouais. Donc c'était en direct avec d'autres personnes. Ouais. Et après, je me rappelle qu'en 2009-2010, j'enregistrais des vidéos sur YouTube justement que j'envoyais à des groupes d'élèves. Donc je commençais à être très curieux de tout ça, quoi. Comment utiliser Skype, comment utiliser YouTube, comment utiliser Dropbox, tous les outils qui permettent de partager de la connaissance à distance. Et donc je suis devenu entrepreneur parce que je cherchais une manière de créer des expériences d'éducation. Et la manière qui me semblait la plus efficace, c'était de créer ma propre boîte. Et aujourd'hui, Live Mentor s'est recentré depuis 3 ans et demi sur la formation et l'accompagnement d'entrepreneurs. Donc on fait toujours de l'éducation en ligne, mais uniquement pour un public bien précis, qui sont les entrepreneurs. Des personnes qui sont commerçants, artisans, freelance, créateurs de sites e-commerce, blogueurs, thérapeutes, artistes. Bref, toute personne qui est à son compte, qui a une micro-entreprise, une SASU, une URL. Parfois, on accompagne des entreprises un peu plus grandes, avec 2, 3, 4, 5, 10 ou 15 personnes dans l'équipe, mais en très grande majorité, les gens qu'on accompagne sont entrepreneurs individuels. Live Mentor est devenu en 3 ans et demi le plus gros acteur dans l'accompagnement d'entrepreneurs. On a accompagné 7000 personnes depuis 3 ans et demi. On dispense des formations en ligne qui durent 3 mois, qui sont basées sur l'échange avec un mentor, qui est le mentor référent. Et à côté de ça, on a publié un magazine qui s'appelle Odyssée. Qui est en cours, la première édition n'est pas encore sortie aujourd'hui. Le premier numéro est envoyé cette semaine. Cette semaine, d'accord. Ouais. Et qui s'appelle donc Odyssée. Voilà. Odyssée Entrepreneur. Et on est en plein lancement également de notre premier livre qui s'appelle La méthode Live Mentor, qui est un résumé de notre pédagogie en 12 étapes. Ok. Alors voilà, pour ceux qui nous écoutent, on voit le lien, donc 2 Alexandre, 2 projets qui touchent plus ou moins à la culture, à l'information, aux médias. Je voulais d'avoir du point de vue des spécialistes sur la question, en tout cas des gens qui ont une partie prenante. Pour vous, l'état de la culture aujourd'hui, comment le voyez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous voyez encore des opportunités? Est-ce que c'est un état plutôt délabré? Ou que sais-je? On va commencer par Alexandre L.
Alors, la culture, elle est partout. Elle nous entoure. De toute façon, sans culture, il n'y a pas de naissance. Puis ça nous accompagne de toute façon jusqu'à notre dernier souffle. Donc après, c'est quelle est peut-être la vision de la culture ou qu'est-ce qu'on peut en faire. Et c'est là où c'est vrai que bon, j'ai forcément un regard entre critique et analytique, je dirais, sur l'environnement de ce qu'on appelle les GAFA, vous savez, Oui. avec ou sans M. Donc, les GAFAs, pour ceux qui nous écoutent, donc c'est les grands acteurs de l'Internet, comme votre Google par exemple. Amazon, Facebook et Apple. Oui, exactement. GAFA. Voilà, c'est ça. C'est parce que si vous voulez, ces plateformes-là qui ne seraient pas nées, je pense, sans culture. Amazon nous a d'abord promis le livre à domicile. iTunes nous a d'abord promis donc la musique partout où vous voulez quand vous voulez. Ont tendance quand même à lisser, si vous voulez, un certain nombre de choses. Donc à lisser finalement les tissus créatifs et les accès aux créateurs. Alors dans un monde professionnel, on appelle ça les circuits de distribution. Par exemple, puisqu'on parlait tout à l'heure dans la musique, quand j'ai commencé, il y avait des maisons de disques, des grandes, des petites, il y avait des distributeurs, des petits, des grands, des disquaires pour la proximité. Et ce qu'on avait donc à la Fnac Opéra n'était pas ce qu'on avait à la Fnac Châtelet, parce que c'était pas le même public. Bon. Et c'est là où l'internet a pas forcément tenu toutes ses promesses. C'est que on nous dit oui, il y a tout, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on nous délivre dans les flots utilisateurs? C'est rarement basé sur la diversité, sur l'éveil et sur les cultures des uns et des autres. Donc en ça, moi je pense que, et c'est en tout cas mon engagement, que l'Internet de demain, en fin de compte, ça va être un Internet plus horizontal, qui doit être moins entre les mains de quelques plateformes qui donnent le ton pour à peu près tous les humains de cette terre. D'accord, donc d'où le projet Paname d'ici. Exactement. Ok, et ton avis sur Alexandre, toi, sur la... C'est une question très large. C'est volontaire que ce soit très large pour te laisser Nous, sur les 7000 personnes qu'on a accompagnées, tu dois en avoir 10% qui sont artistes. Donc des musiciens, des danseurs, des sculpteurs, des peintres, des écrivains. Et on observe, je trouve, une double tendance. La première, c'est celle que tu as décrite, à savoir, effectivement, si on ne s'impose pas, on tombe sous le joug des GAFA et il est illusoire de penser que ces plateformes vont naturellement aller chercher la diversité culturelle. Il est illusoire de penser qu'elles vont se donner comme responsabilité de mélanger les genres. Au contraire, c'est un jeu d'algorithmes, donc ce qui fonctionne va fonctionner de mieux en mieux. Par contre, l'autre tendance, c'est que les acteurs culturels, s'ils adoptent une démarche entrepreneuriale, s'ils comprennent le fonctionnement de ces plateformes, s'ils comprennent le fonctionnement d'Internet, peuvent se faire connaître et constituer des empires, des bastions, en tout cas des choses très solides. C'est, je trouve, une époque assez exceptionnelle où tu peux avoir des personnes passionnées par un type d'art, un type de culture extrêmement spécifique et qui réussissent à créer une communauté autour. Et on le voit tous les jours sur YouTube, on le voit tous les jours sur Instagram, on le voit tous les jours sur des blogs. Et ça, c'est pour moi la magie d'Internet qui fait que on a la possibilité, on n'a pas accès à tout type de culture et tout type d'art. Par contre, tout type de créateur a la possibilité de créer une audience. Alors, question très naïve, parce que alors déjà, je vais en profiter pour vous remercier de votre présence, parce que je sais que vos agendas sont autant qu'un ministre. Juste question très légère, comment vous, aujourd'hui, vous consommez les médias, les Facebook, les LinkedIn, Twitter et autres, comment vous en faites? On va revenir sur toi, Alexandre, avant d'enchaîner sur... Moi, ma priorité, c'est d'avoir une rigueur d'utilisation qui est colossale. On peut tous se faire happer par Internet. C'est notre meilleur ami et notre pire ennemi. Donc je suis extrêmement vigilant à ce que je suis sur les plateformes, sur Facebook, sur YouTube, en newsletter. Je me désabonne très régulièrement. J'essaye vraiment de faire ce filtre d'information qui est essentiel pour
trouver des poches qui me plaisent et qui me nourrissent particulièrement. C'est quoi, tu te connectes à des heures précises pour faire des actions? Non, c'est pas tant au niveau des heures de connexion, même si je suis très vigilant à couper accès à l'ordinateur et téléphone régulièrement. Par exemple, le soir, le week-end, je suis très peu connecté. Mais c'est surtout dans l'information que je vais digérer. Je suis assez soucieux que ce soit moi qui aille à l'information et non pas l'information qui vienne à moi. Actif. Exactement. D'accord. Ça me semble essentiel. Ok. Et toi, Alexandre, la consommation des Moi, il y a un peu de deux cas d'usage. Il y a le côté naïf, parce que comment dire, j'ai besoin de toute façon de me prendre au jeu et de voir en fin de compte jusqu'où ça va m'emmener. Voilà, parfois, comment dire, j'ai cette idée-là. Par exemple, je vais me faire une mission sur TikTok. Hein. C'est clair que... On va rappeler quand même ce que c'est TikTok. Oui. C'est un nouveau média qui est d'origine chinoise, je crois, et qui est une nouvelle façon, en gros, de consommer les médias. C'est-à-dire qu'on produit soi-même, c'est sur un format très court. Tu peux nous en dire, parce que les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément ce que c'est. Oui, alors je ne peux pas en parler parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Tu l'as pas encore utilisé? Non, je ne l'ai pas encore utilisé. Ok. Donc c'est prévu, c'est pour ça que je vous en parle, parce que là, donc, je vais vraiment me laisser embarquer. Hein. D'accord. Ça, c'est le premier cas d'usage. Après, le deuxième cas d'usage, et après cet embarquement naïf, j'en fais, comment dire, une petite une analyse de lecture. Et puis après le deuxième cas d'usage, naturellement, c'est parce que, un petit peu comme toi, j'imagine, donc je fais le tri et j'organise en fin de compte l'utilisation que j'ai donc d'une application de ce type-là. Soit parce que donc j'ai un réel besoin d'information, de connexion et voilà. Et oui, en fin de compte, c'est principalement ça. Donc, mais effectivement, c'est un travail rigoureux et c'est un travail donc presque pas forcément au quotidien, mais qui se fait qui se fait avec le temps. Hein. Et donc. Ok. Alexandre, tu as évoqué les chiffres tout à l'heure. Moi, c'est une partie qui m'intéresse, parce que c'est vrai que en tant qu'utilisateur, ou même quand on voit les choses de loin, et puis ça fait vivre une équipe, juste pour se représenter les choses aujourd'hui, donc Live Mentor, alors il y a différents volets économiques dans l'offre Live Mentor. Donc il y a une partie qui prennent la grosse formule, donc accompagnée par des mentors, et puis une autre où je crois que c'est un abonnement mensuel, et où en fait on a accès à des vidéos. Est-ce que tu peux donner quelques datas? Nous, on a plein de formats d'apprentissage différents. Oui. On a des formations donc, de 3 mois très intensives avec un coach. Donc je fais ça pourrait combien de personnes qui sont... 7000 qui sont passées par ce format-là, D'accord. qui est notre format principal. Et donc ça, cette formation, elle coûte 1 500 euros sur 3 mois. Elle est finançable par Pôle emploi, par le CPF, par les organismes financeurs. Et à côté, on a dupliqué toutes nos formations en petits modules qu'on appelle les programmes. Et donc, les personnes qui sont intéressées par un programme peuvent le suivre. Il n'y a pas le coaching, il n'y a pas la possibilité de parler à quelqu'un et d'avoir des réponses, mais il y a l'accès à toutes les vidéos d'un programme donné et le prix est en moyenne de 200 euros. À côté de ça, on a notre magazine Odyssée. Donc là, on a 1500 personnes qui sont abonnées à l'année pour un prix qui est 60 euros par an. Et puis, on a des formats de webinars collectifs, des ateliers qui permettent de se retrouver avec d'autres entrepreneurs pour poser des questions. Nous, on a choisi cette trajectoire et cette diversité d'activités parce que, on en parlait, l'information, elle est toujours présente, mais elle ne se consomme pas tout le temps de la même manière. Certaines personnes apprennent mieux en étant dans la capacité de parler à quelqu'un pour avoir des réponses directes. D'autres personnes sont très autodidactes et préfèrent simplement avoir accès à du contenu et le consulter quand elles en ont envie. Alors, juste quand tu dis 7000 aujourd'hui, en termes de croissance, ça donne quoi par exemple? Ça donne x2 chaque année. x2 chaque année? D'accord, c'est beau. C'est beau, ça implique plein de choses derrière. La croissance n'est pas forcément le seul critère de réussite d'une boîte. Je pense que tu as plein d'autres choses. Tu as la qualité de l'équipe, la qualité des relations au sein de l'équipe, la longévité des personnes dans l'équipe, l'impact social. Il y a plein de sujets à prendre en compte. Moi, j'ai connu pendant de nombreuses années des taux de croissance négatifs presque, ou en tout cas un non-développement de la boîte, des années très difficiles.
Ça dure combien de temps cette période? 4 ans. 4 ans. Ouais. 4 ans, c'était... 2012-2016. Et quand tu dis ça négativement, c'est-à-dire que vous aviez beaucoup plus de dépenses que de CA? On avait plus de dépenses que de rentrées, c'est clair. Mais on n'avait surtout pas de plan, pas de stratégie. Enfin, les choses n'avançaient pas dans le bon sens. D'accord. Et il y a eu un réveil entre temps qui s'est passé, ou c'est à force de persévérer? Qu'est-ce qui s'est C'est à passé? force de persévérer. D'accord. Vous n'avez pas revu le modèle économique entre-temps? On le changeait tout le temps. D'accord. Mais c'est une somme de petits changements qui fait qu'à un moment, tu trouves Product market fit. tu trouves quelque chose qui fonctionne mieux. D'accord. Pour toi, Alexandre, au niveau de la data, des chiffres, pour ce nouveau projet qui n'a pas l'indice, on a combien d'utilisateurs, combien qui reviennent? Alors chez nous, on compte d'abord en termes d'auteurs. Donc, puisque Panodyssée donc, est une plateforme pour les auteurs et les créateurs de manière plus générale. Et donc, ce qui est important, c'est qu'un auteur donc, puisse créer une ou plusieurs, ce qu'on appelle Creative Room. C'est un espace de créativité. On appelle ça une chaîne sur YouTube, par exemple, pour donc, diffuser donc, son projet, ses articles, ses messages. Et donc nous avons donc ouvert en fin de compte Panodyssée aux auteurs, c'est tout récent, en janvier 2020 là, donc ça fait 2 mois. Donc on est content parce qu'on on a en 2 mois, on a déjà plusieurs centaines d'auteurs donc qui ont créé donc presque 500 Creative Rooms, donc une diversité. Ça c'est très rigolo de regarder en fin de compte les présentations des Creative Rooms. Je vous invite à le faire parce que c'est vraiment très drôle. Quelques anecdotes comme ça? Oh, alors des anecdotes, bon, j'en ai beaucoup, mais si vous voulez, des anecdotes, si vous voulez, c'est la phase B en fin de compte de celui que vous connaissez, mais en fin de compte vous le connaissez pas. Parce que vous savez, on a tous une vie affichée, un travail, etc. Et finalement, vos passions, ce qui vous anime le plus, pourtant normalement la passion, c'est comme boire ou manger, qu'on ne peut pas vivre sans. Donc par exemple, vous avez un éditorialiste, un peu connu pour ceux qui lisent, ce type de tribune politique, qui publie des poèmes. Incroyable. Bon. Donc et pourquoi sur Panodyssée? Je lui ai demandé. Frédéric, il me dit, tu comprends, ici c'est un temps calme, ici c'est un écrin. Oui, et c'est effectivement en fin de compte toute la grande différence en fin de compte dans la conception de ce projet, de ce produit, c'est que d'abord c'est un espace de créativité. Et la créativité, elle a besoin de temps. Et ton temps à toi, c'est pas mon temps à moi. Et mon projet A, c'est pas forcément le temps du projet B. Et donc c'est cette vision en fin de compte de l'internet créatif d'abord, donc sans stresser, sans publicité, sans ces éléments-là, qui font que finalement il va y avoir une authenticité singulière dans chacun des projets des créateurs. Et 500 auteurs, donc tu m'avais dit, 500 auteurs qui on a plus de 500 Creative Rooms et on a quelques centaines d'auteurs donc en 2 mois. Donc effectivement, si on se compare à l'état de l'art existant donc en France, donc très probablement donc dans le courant de l'année, on pourrait dire que Panodyssée est la première communauté d'auteurs, que ce soit des écrivains, des journalistes, des blogueurs ou des artisans, des gens qui ont dans tous les cas quelque chose à partager et qui vont le faire. C'est ça qui est important. Moi-même, je ne l'ai pas fait. Pourtant, je suis quand même quelqu'un de plutôt bavard et plutôt d'extraverti. Mais je ne trouvais pas mon compte dans les réseaux sociaux, pourtant que j'utilise depuis bien longtemps. Et pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est la rencontre des individus, c'est la rencontre des passions, c'est la rencontre des talents. Et c'est ça qu'on fait. Et c'est là où on sert à quelque chose. Derrière, en fin de compte, ces initiatives créatives, elles vont vivre leur vie. Et ce que je trouve génial en termes d'anecdotes, alors là j'en ai une autre que j'ai vécue moi en live, et c'est pour ça que je la trouve, enfin non, c'est pas pour ça d'ailleurs, mais c'était un auteur donc sur Panodyssée qui s'appelle Étienne, qui est étudiant journaliste et qui publie un certain nombre donc, de récits, dont un qui m'a touché, je ne savais pas si c'était de la fiction ou de la réalité, donc sur un professeur d'EPS nul, le pauvre, un cancre. Donc moi ça m'a touché, c'est toute l'histoire de ma vie, enfin des 20 premières années de ma vie. Tu es nul au sport? Comment? Tu es nul au sport? Non, en général. Et donc naturellement, donc j'ai repris en fin de compte cette publication que j'ai diffusée sur un réseau social professionnel que tout le monde utilise ici.
Bon, et parce que ça fait partie naturellement donc des terreaux où il y a des publics donc à adresser. Et donc comme ça, de fil en aiguille, donc un autre cancre repenti, finalement, entrepreneur suisse, donc a rebondi sur mon commentaire. Et ensemble, finalement, nous avons créé donc une creative room qui s'appelle Les Cancres Repentis, qui sont l'histoire des nuls, et on vous explique comment, en fin de compte, les nuls pourraient devenir des bons. Et derrière ça, en fin de compte, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une vraie cause. C'est que dans le cadre de mon nouvel ami que je ne connaissais pas, suisse, qui s'appelle Frédéric, et moi, c'est vraiment quelque chose qui nous a touchés, qui nous a fait du mal. Et nous, on a de la chance parce qu'on est des repentis, donc nous sommes des entrepreneurs, etc., etc. Donc on a, on a surmonté, je dirais, nos nullités d'antan, mais il y en a d'autres qui ne les surmontent pas. Et donc derrière ce projet commun, en fin de compte, il y a une vraie cause. Et c'est pour ça, en fin de compte, que nous prenons du temps, Frédéric et moi, pour ouvrir d'ailleurs cette creative room-là à d'autres nuls, pour en faire, une creative room la plus collaborative possible et qui pourra donc toucher de nouveaux publics. Tu t'es fixé un objectif de nouveaux auteurs pour d'ici à cette fin d'année, comme ça Oui, alors les objectifs quantitatifs. Oui, je sais, mais juste pour se donner a priori, sont très largement dépassés, mais c'est pas vraiment ça qui est important. Ce qui est important, en fin de compte, c'est vraiment l'engagement et l'énergie qu'il y a derrière. D'accord. Et c'est vraiment ça qui est donc en fin de compte je dirais que nos KPI, nous, ça va être naturellement donc des chiffres incontestablement, mais ça va être en fin de compte, si vous voulez, des formes d'indicateurs, donc des indicateurs de cœur, des indicateurs d'engagement, des indicateurs de cause. Et c'est là en fin de compte où il y a de l'énergie partout où il nous entoure. Et ce sont ces initiatives-là, ces talents-là, ces énergies-là qu'il faut capter. Tiens, il y a un point intéressant qui a été soulevé par exemple, c'est justement ces petites demandes un peu, ou ces petites publications un peu insolites. Est-ce que toi, de ton côté, au niveau des candidatures des élèves qui ont été suivis, il y en a qui ont marqué ton attention par soit un projet un petit peu qui sort du lot ou, Ça, tout le temps, je pense que c'est la joie. Comme ça à nous donner, on ne donne pas de prénom, mais c'est juste pour voir si j'en ai plein, et je pense que c'est la joie de créer des communautés sur Internet, c'est que tu rencontres tout le temps de nouvelles personnes, de nouvelles histoires. Dans les rencontres qui m'ont marqué, il y a quelqu'un qui s'appelle Patrick, qui a une école de voile dans le Pacifique, du côté de Tahiti, et c'est quelqu'un qui a une histoire assez folle où il a quitté la France, il a quitté Paris avec sa femme il y a 15 ans, ils ont quitté chacun leur CDI, puis ils ont pris un train pour la Bretagne. En Bretagne, ils ont acheté un bateau et ensuite ils sont partis avec le bateau et ils ne sont pas encore revenus. Et ils se font connaître sur Internet et des gens qui s'inscrivent à leur stage de voile pour les suivre. Ça, c'est une histoire assez exceptionnelle. Et donc, j'en ai plein d'autres de parcours entre plusieurs pays, de familles qui bossent ensemble sur le même projet, de personnes qui ont eu une idée en tête pendant 50 ans et qui finalement, au bout de 50 ans, se sont lancées. Je pense à un type qui s'appelle Gérald qui m'a raconté comment sa première boîte, il l'a créée à 17 ans. Il achetait des chevaux dans l'est de l'Europe pour finalement les revendre à des nobles, des seigneurs anglais en France. À 17 ans. Il a fait ça pendant 5-6 ans. Il avait un succès absolument incroyable. Au final, il a tout perdu. Il a monté une boîte de nuit de 2000 personnes. Enfin, des histoires comme ça te nourrit pendant longtemps. D'accord. Alors, à propos de parcours, tiens, on va faire un petit jeu. On revient, mettons, 15-10 ans en arrière et puis vous rencontrez le petit Alexandre. Ouais. Moi, j'avais 15 ans. Voilà. Wow, à peu près au moment donné où tu vas te lancer dans ton projet entrepreneurial, vous donneriez quoi comme conseil aujourd'hui? Puis ça peut aussi intéresser pour les gens qui se lanceraient dans l'entrepreneuriat, les choses à faire ou à ne pas faire, même si je sais qu'il faut tout tester par soi-même évidemment. Mais on va commencer par Alexandre, tiens. Alexandre L. Alors moi, il y a 20 ans, du coup, je remonte un peu plus le temps. Surtout, fais-le. C'est ça qu'il faut faire. Faut faire. Et donc faire, c'est surtout jouer avec sa peur. Si peur il y a, mais normalement il y a toujours un morceau de peur quelque part dans sa vie, quoi.
Et faire, c'est ne pas faire, en fin de compte, c'est qui est dans la norme, ce qu'on vous dit de faire, justement. Donc c'est ça, faire. Et c'est là, en fin de compte, où on ouvre nos chakras, c'est là où, comment dire, on se rencontre, et c'est là où les choses deviennent possibles. C'est ça qu'il faut faire. D'accord. Moi, j'hésite. Écoute, je pense qu'il y a une vraie beauté dans les relations professionnelles. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas forcément compris quand j'ai lancé ma boîte. Je voyais plutôt ça comme un parcours solitaire. Tu crées quelque chose, tu restes dans ton coin, tu bosses beaucoup. Et puis ensuite, ça fonctionnera. Mais j'avais pas compris à quel point les relations avec des associés, avec des membres de son équipe, avec des actionnaires, avec des partenaires, vraiment la qualité des relations peut donner des résultats absolument exceptionnels. Et en plus, beaucoup plus enrichissant d'un point de vue humain, logiquement, que de rester seul. Est-ce que au niveau de tes premiers contacts professionnels, avec du recul, tu trouves que tu as manqué de considération, de prise en compte de ces relations? Ouais, enfin, j'ai qu'on se comprenne bien, moi j'ai jamais été un tyran. Mais par contre, j'avais un rapport qui était l'urgence. Je me disais, mon projet a besoin de ça, il me faut quelqu'un qui sait faire ça. Point barre. Au lieu de me dire, en fait, il faut que je trouve la meilleure personne qui soit capable de faire ça, et surtout une personne qui a les mêmes valeurs que moi, une personne avec qui je suis aligné. Et il faut qu'à partir du moment où on commence à bosser ensemble, on échange constamment, on fasse un ping-pong incessant sur notre relation et la qualité de notre relation. C'est ce point-là qui... D'accord, donc un alignement des planètes au niveau des C'est valeurs, ça. et puis C'est après, ça. effectivement, Ouais. les compétences, évidemment, mais d'accord, Ouais. de bien faire attention, effectivement, de bien s'entendre avec qui on Ouais. va travailler. D'accord. Vraiment bien s'entendre. Je vais vous donner une phrase de coaching que j'ai entendue, que je trouve juste extraordinaire, et puis vous allez me dire la réponse à cette phrase. Donc, imaginez qu'un journaliste doive écrire votre fiche Wikipédia dans un journal, voilà. Sachant que vous êtes tous les deux des serial entrepreneurs, avec cette thématique forte autour de la culture et du voyage, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il écrive demain sur vous, sur Alexandre Dana et Alexandre Forestier? Tiens, on va commencer par toi, Alexandre. Qu'est-ce que j'aimerais? Ouais, Qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais qu'il s'intéresse aux petites fleurs d'alpage. Ça, c'est une vraie cause. Qui est lié à toi, on est d'accord, hein. Quelque chose. Oui. Voilà, il fait un papier sur toi. Oui, exactement. Ok, d'accord. Exactement. Parce que le monde parle de la planète, des glaciers qui fondent, etc., etc. Et en fin de compte, finalement, les problèmes, on les a à côté de soi, on les vit, on les observe, mais on ne les voit plus. Parce que vous êtes pris par ce flot quotidien. Et les solutions, elles sont aussi, bien souvent, je pense, à côté de chez soi. Et donc, comme ça, si vous voulez, c'est pour ça que je vous parle des petites fleurs d'alpage, parce que, comment dire, il y a 40 ans, lorsque je faisais mes balades en famille, il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et il y a 3 ans, j'ai posé la question donc, à un berger. Et il m'a dit, oui, il y a moins de neige et il y a moins d'eau. Je lui dis oui, donc effectivement, il y a moins d'neige et il y a moins d'eau. Il me dit oui, c'est pour ça, comment dire, qu'à 1900 mètres d'altitude, je mets donc de l'engrais pour faire pousser l'herbe. Incroyable, pour faire pousser l'herbe. Pour que les vaches mangent suffisamment, donc, et avoir une production de lait quotidien qui puisse donc faire les meules, en fin de compte, ces fromages d'alpage. Et si vous voulez, c'est ça qui est important pour moi, c'est que c'est vraiment au cœur de ce que je fais actuellement, c'est faire en sorte qu'on puisse, je dirais, se reconnecter un petit peu avec de là où on vit, là où on vient, et d'éveiller finalement, de participer à éveiller en fin de compte ces consciences, parce que le monde il va vite, le monde il va très vite. Et c'est facile en fin de compte de se laisser embarquer par la vitesse, par les tentations et par tous ces flous algorithmiques en fin de compte. Bon. Et donc c'est ça, il faut savoir, tout à l'heure tu parlais de se déconnecter, finalement pour voir, pour observer et pour vivre en fin de compte des moments, quoi. Donc avec de l'émotion, avec de la passion, parfois avec de la détresse. Il faut savoir en fin de compte sortir de ce bruit de fond là, quotidien qui vous embarque. Donc tu aimerais celui qui participe à ce mouvement de déconnexion et en même temps
d'agitation d'idées. Oui, exactement, pour participer effectivement ensemble à ce que j'appelle éveiller les consciences de chacun, chacun par rapport à ses tripes, à ses passions, à ses causes. Et je pense que dans ces cas-là, on peut vivre un peu plus apaisé et un peu plus détendu. Une espèce de Gandhi 2.0. Allez, pensez. Allez, merci Alexandre pour toi. Si on devait donc écrire un article sur toi. Posthume, c'est ça? Pas forcément posthume, tu peux encore. T'es encore là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un parcours, on peut dire atypique, il y a encore des choses à faire, mais voilà, si on devait trouver un article de toi sur Wikipédia, qu'est-ce que... Bah, non, mais j'aimerais bien qu'on dise que j'étais un bon prof. Voilà, Aussi ça suffit. Ouais. D'accord, ok. Alors, on va rebondir sur la partie prof. Pour ceux qui nous écoutent, si vous deviez conseiller comme ça 1, 2, 3 livres, ou un livre voilà, qu'il faut absolument lire. J'en ai plein. Mais sur quel sujet? Celui que vous voulez, c'est complètement libre. Moi j'ai 3 livres que j'adore énormément. Le premier c'est la biographie de Magellan par Stefan Zweig, qui je trouve est une pépite de courage, de dynamisme, d'optimisme, de rêve, de plein de choses. Donc c'est vraiment Zweig qui raconte de manière assez romancée le parcours de Magellan et son tour du monde, et comment il s'est fait au final tuer par son propre équipage, mais ça c'est la partie la moins drôle. Il y a un autre livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le mythe de l'entrepreneur revisité par un écrivain qui s'appelle Michael Gerber, un auteur américain. C'est un livre essentiel pour comprendre les différentes étapes par lesquelles passe une entreprise, par lesquelles passe un projet, et surtout les croyances par lesquelles un entrepreneur peut passer tout seul sur son travail, la qualité de son travail, sur le rapport à son temps. Et un troisième livre, Une éducation de Tara Westover. Il est sorti il y a quelques années, moins de 5 ans je pense. Et c'est une histoire absolument exceptionnelle d'une fille qui a grandi dans une famille quasiment sectaire aux États-Unis, une famille très religieuse, sans aller à l'école, avec une enfance très dure, et qui un jour a quitté ce noyau familial pour suivre des universités américaines et finalement réussir à avoir un doctorat, un post-doctorat, enfin plein de choses. Mais c'est assez fou de voir comment elle est passée d'un isolement total vis-à-vis de la société à l'intégration dans un microcosme super dense, super riche qu'est l'université américaine. D'accord. Alexandre ? Il n'y a pas que moi qui recommande ce livre, il y a aussi Barack Obama. C'est comme ça que je l'ai découvert, dans sa liste de livres qu'il faut lire. Il y a des grands livres comme ça. James Bond a été un peu éveillé au succès comme ça. C'était un livre... D'accord. Comment s'appelait le président beau gosse là, j'ai oublié son nom. Des États-Unis, ouais, Kennedy. Je crois que c'était Kennedy, ouais. C'était quoi ses livres préférés. Puis en 3e, 4e, c'était James Bond. C'est comme ça que... Ah bon. Alexandre ? Alors moi je commencerai par un livre que je n'ai pas lu, donc qui est le dernier livre très bien. de Richard Branson. Voilà, qui est quelqu'un, comment dire, que j'admire à différents égards, et qui a, comment dire, une histoire entrepreneuriale et pas seulement absolument dingue. Donc ça c'est le premier. Et puis les seconds, en fin de compte, il y aurait quelques poèmes de Charles Baudelaire. Pourquoi pas Les Fleurs du Mal, on parlait de fleurs tout à l'heure. Et puis il y aurait, alors quand j'étais petit, j'ai pas lu beaucoup de livres, mais il y en a un que j'avais beaucoup aimé, qui était, que vous connaissez, le Parfum. Et en fin de compte, je me rappelle parce que, si vous voulez, c'était un livre en fin de compte simple. C'était un livre d'éveil, d'éveil émotionnel en quelque sorte, sensoriel. Et ça c'est intéressant en fin de compte, comme expérience finalement. Donc c'est ça que je proposerais. Une question que je me posais, supposons que demain vous avez un directeur général qui s'occupe de tout, voilà, dans vos 2 structures. Est-ce que vous avez identifié aujourd'hui une opportunité, alors ça peut être dans la culture, dans l'éducation, c'est vous qui voyez, mais voilà, demain si vous pouviez vous lancer tout de suite, donc un projet entrepreneurial, est-ce que vous avez identifié une douleur à laquelle vous aimeriez bien répondre aujourd'hui ? Moi je suis
1000% motivé par Live Mentor, donc je me pose jamais cette question. D'accord. Je pense qu'il nous reste, quand je vois ma boîte, je pense qu'il y a encore plein de choses de casser. Il y a plein de choses à faire. On a plein de formats à inventer, donc j'essaye de construire Live Mentor comme quelque chose qui peut me motiver pendant encore plusieurs dizaines d'années. Donc, il faut s'attendre à des nouveaux modules. Ouais. D'accord, une roadmap riche pour C'est ça. 2020. C'est une boîte qui est très créative, donc on lance tout le temps de nouvelles choses. Bon, je te lance là-dessus, mais sachant qu'effectivement, derrière, il y a eu ce livre qui va sortir, donc La méthode Live Mentor. Ouais. Il y a ce magazine qui sort, donc c'est vrai que ça fait déjà pas mal de choses à côté, tu me diras. C'est ça. Peut-être avais-tu identifié autre chose entre-temps. Moi, c'est ça qui vraiment me donne toute mon énergie, quoi. Tout le temps créer de nouvelles choses au sein de Live Mentor. Ok. Alors bon, Panouissé est un bébé qui vient de naître, hein, donc il n'est pas question de l'abandonner, voilà. Mais en revanche, plus ça va aller, plus moi personnellement j'ai envie donc d'utiliser mon produit, de vivre ces expériences de mon produit. Donc actuellement je suis un peu en manque parce que j'ai des idées, j'ai des choses que j'ai plus ou moins sur la table là que je mets de côté parce que bon je peux pas tout faire au même moment. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui m'amuse, de me laisser embarquer et de voir en fin de compte jusqu'où elle va aller cette odyssée ou ces odyssées. C'est ça qui est rigolo. Je vais vous donner une petite... Alors Alexandre, je ne sais pas si tu vas en faire la publicité ou pas, mais c'est vrai que je sais que tu as un rapport très particulier avec les journalistes, en tout cas avec certains journalistes. Alors je vais donner le contexte parce que voilà, il y a eu des demandes qui ont été faites de la part de journalistes pour des publis rédactionnels. Donc en gros, en fait, ils vont demander à des entrepreneurs, est-ce que vous voulez paraître dans notre journal? Donc l'entrepreneur, oui, je veux bien. Ah, ça va coûter 3 000 € en moyenne pour avoir ce qu'on appelle un public rédactionnel, mais ce n'est pas forcément dit au début. Et il y a eu ce sujet-là, plus le sujet de ta critique, et qui était à l'origine de Odyssée Entrepreneur, c'est de voir toujours les mêmes grands noms de l'entrepreneuriat qui étaient mis sous les feux des projecteurs. Donc c'est aussi un petit peu un acte de rébellion par rapport à ce sujet. Donc je voulais avoir ton avis aujourd'hui sur les milieux du journalisme et également tes rapports avec le journalisme, parce que c'est toujours un grand sujet, c'est les entrepreneurs. Je pense que les journalistes sont des gens très bien. Le problème, c'est que le modèle même du journalisme, aujourd'hui, il doit changer pour plein de raisons, parce que la distribution en kiosque, ça fonctionne beaucoup moins bien qu'avant, parce que l'organisation même du réseau de distribution en kiosque est complètement bancale en France, avec un acteur qui s'appelle Prestalis qui est au bord de la faillite. À côté de ça, on a une partie du journalisme qui est devenue obsolète avec Internet. Tout journalisme d'actualité, Internet donne l'info plus vite que n'importe quel média, Twitter donne l'info plus vite, Facebook donne l'info plus vite. Les gens donnent l'info plus vite. Et donc tous les médias, à mon sens, qui n'ont pas fait une transition vers un travail beaucoup plus en profondeur, un travail beaucoup plus d'enquête, sont en difficulté. Et comme ils sont en difficulté, ils essayent d'avoir de l'argent via la publicité, mais ça ne fonctionne pas. Du coup, ils cassent les coûts et ils demandent aux journalistes d'écrire 10 papiers par jour. Donc, évidemment, 10 papiers par jour, ce n'est pas des papiers de qualité. Ça ne favorise pas la découverte, le travail d'enquête, etc. À l'inverse, il y a des médias comme Socialterre, comme le groupe Sopress évidemment, comme America, qui font du travail exceptionnel. Et eux vont justement en profondeur et les gens sont prêts à payer pour ça, évidemment. Alexandre ? Je pense qu'il n'y a pas de bon projet si le projet n'est pas en bonne santé. Et là, force est de constater que tant l'économie des médias que l'indice de crédibilité des médias qui paraît en France donc tous les mois de janvier par Kantar Lacroix, je crois, ne cesse de s'effondrer. Alors lorsqu'on regarde le canal Internet, alors là, on est plus loin que l'effondrement. Donc c'est-à-dire que d'abord l'un des enjeux, l'enjeu d'ailleurs, c'est d'abord comment créer de la valeur, comment créer un espace de valeur possible pour ces métiers-là, le métier de journalisme. Parce que on voit bien comment dire, on nous a emmené en fin de compte la course au clic et donc l'enfermement dans Google et dans Facebook. Donc si on parle de journalisme, d'abord c'est de ça dont il faut parler, que ce soit d'ailleurs un sujet qui part du sol
ou que ce soit un sujet qui part d'une initiative citoyenne, ou que ce soit, comment dire, un sujet qui parte d'une rédaction. Hein. Donc là, quand on voit le comportement encore, il y a peu de temps de Google, lorsqu'il s'oppose donc d'une manière, comment dire, je pense un peu contestable, sur donc la création de droits voisins donc de la presse, dans le cadre, vous savez, de la transposition de la directive européenne. Donc on est vraiment dans un monde totalement à contresens où il est indispensable donc de créer, de faire émerger des solutions, pas une solution, des solutions. Et je suis convaincu que ces solutions doivent pousser localement, sur les territoires. Si la solution pousse à l'est, à l'ouest, eh bien à ce moment-là, comment dire, ce ne sera pas une solution indépendante et donc ce ne sera pas une bonne solution. Donc voilà, sinon c'est une profession malheureusement qui est moi j'ai dans la musique j'ai traversé une industrie qui était en bonne santé en 2000, qui a perdu 60, 65 voire 70% de sa valeur, hein. Je pense que dans l'univers je dirais média, c'est pas mieux voire pire, alors que la publicité sur Internet, entre les mains de Google et Facebook, se porte bien. Et c'est ça le problème. Donc il faut vraiment une position de rupture si on veut d'un nouveau monde dans ce secteur. Okay. On a quasiment fini cette interview. Merci messieurs. Juste comme ça, Alexandre, tu pourrais t'inscrire en tant qu'auteur sur Panodyssée. Je compte faire un prochain livre, donc avec plaisir. Oui. Donc là, on va juste rappeler quand même les quelques dates pour ton actualité qui sont très fortes. Donc, on a donc Odyssée Entrepreneur qui est en cours de crowdfunding, c'est terminé. Alors non, le crowdfunding est terminé. D'accord. Et le lancement, l'expédition du premier numéro a lieu cette semaine, donc la semaine du 9 mars. Et notre autre actualité, c'est l'arrivée en librairie de notre premier livre, La méthode Live Mentor, le 17 mars. Alors on est aujourd'hui le lundi 9 mars, donc si on veut encore participer, tu donnes une petite signature à la FNAC prochainement, je crois. On fait une signature à la FNAC ce vendredi, le 13 mars. Voilà, donc si la vidéo est prête avant, tant mieux, sinon il faudra remonter dans le temps. Pour ta prochaine actualité, Alexandre, donc je crois qu'on a une grosse mise à jour qui va se produire. Je crois que c'était en préparation de cette interview au mois d'avril, mai, je ne sais plus. Oui, alors en fin de compte, Panodyssée est un objet internet donc, qui évolue je dirais, quotidiennement. Bon, ça c'est le propre, je dirais, des applications. Et on aura effectivement donc, au printemps, donc en mai, donc un moment très important pour le lancement donc, d'une nouvelle fonctionnalité produit qui fera que la promesse qu'on vous fait chez Panodyssée sera tenue et aura donc l'ensemble de ces fonctionnalités pour permettre donc notamment aux auteurs de créer et de collecter une valeur directe auprès de leur public. Et donc c'est cette fonctionnalité-là assez originale en fin de compte qui sera lancée fin mai. Ok. Alors, pour ceux qui nous occupent, je vous invite vraiment à vous connecter au moins une fois à Panodyssée parce que c'est très déroutant quand on vient de Facebook, LinkedIn, parce qu'on a l'impression d'être sur un océan extrêmement calme. Il n'y a pas une bannière de pub, il n'y a rien. C'est très reposant. Moi, j'appelle ça un OCNI, un objet culturel non identifié, Panodyssée. Alors, pour la petite info, nous étions dans les locaux de Live Mentor, donc je remercie encore Alexandre Danel de nous avoir accueillis pour cette interview. Je vous dis à la prochaine fois pour une autre interview playlist. Je ne sais pas qui. Ce sera toujours une petite connexion entre les deux interviewés. Merci à vous, messieurs. Merci. Bonne continuation. Merci, Mickaël. Et au revoir. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi-même à réaliser cette interview croisée. Si vous avez des commentaires constructifs à faire, allez, même si c'est pas trop constructif, vous pouvez comme les faire en commentaire. On essaie de répondre à tous et à toutes. Si vous avez aimé cette vidéo, voilà, classique, partagez, donnez, voilà. Et puis si vous n'avez pas aimé, cliquez quand même un petit like, voilà. Et pour le reste, écoutez, on aura une prochaine interview, je sais pas quand. Effectivement, les conditions de tournage. Alors là, on est à Live Mentor, hein, mais on a eu des conditions, des bonnes nouvelles qui sont arrivées, donc on pourrait réaliser des interviews de manière un peu plus régulière, etc. Je ne vous en dis pas plus.
Concernant le thème de la prochaine interview croisée, je ne vous en dis pas plus non plus, parce que ce sera une surprise et que c'est encore en cours de définition. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes sur Paris et que si vous êtes entrepreneur, slash freelance, slash commercial, et que voilà, vous avez compris le concept, que vous voulez un peu d'affaires, écoutez, venez nous rejoindre. On se retrouve tous les mardis à Châtelet. Plus de détails dans la fiche de cette vidéo. Et pour le reste, je vous dis très bientôt et bon business. Voilà. Au revoir.